On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs pour partir à la rencontre de femmes et d'hommes pour découvrir leur parcours, leurs engagements, leurs passions. Et j'accueille Bernard Streit. Bonjour Bernard. Bonjour Arnaud. Président de l'association Action Bernard Streit. On va en parler avec vous dans quelques instants. Allez, on se dit tout, c'est parti. Avec nous Bernard Streit. Bonjour Bernard, merci. Bonjour Arnaud. D'avoir répondu à notre invitation. Vous allez nous raconter votre histoire et votre parcours parce que c'est vraiment un parcours incroyable. À la fois, vous avez été PDG d'un groupe industriel de plus de 4000 salariés et puis vous allez nous le raconter. Vous vous êtes investi, engagé dans votre région pour accueillir des personnes en situation de handicap dans votre structure, dans des structures. Comment tout cela est né? Racontez-moi, parce que tout cela est parti, j'allais dire, de votre histoire personnelle, familiale. Oui, tout à fait. Donc, pour comprendre ce fil rouge, il faut simplement rappeler que nous sommes une famille d'agriculteurs, immigrés depuis la Suisse, et qu'à l'âge de 7 ans, dans la ferme isolée où vive cette famille, ma tante a la poliomyélite. Mon père, quand elle a 20 ans, décide de créer une petite entreprise pour lui donner du travail. Et juste après-guerre arrivent les plastiques transparents, les PVC cristaux, et il invente une petite maroquinerie moderne dans la maison, dans une pièce de 4 mètres sur 4, dans la maison, où elle va, avec une machine à souder haute fréquence, permettre à des gens de venir mettre leur permis de conduire, leur carte d'identité sous plastique. Mais c'est magique, le plastique transparent à cette époque-là. Avant, il y a des étuis en cuir. Qui protège le papier, en fait. Qui protège le papier ne se dégrade pas, et comme ça, vous avez la continuité de votre document. Et puis après, le père trouve aussi une grosse machine à souder les sacs, et la tante va faire avec son bras valide et sa jambe valide des sacs plastiques qu'elle va souder avec un gros sous-de-sac. Ça, c'est le début de l'histoire industrielle de votre entreprise. Voilà. Et puis pour ma part, je fais un parcours scolaire assez catastrophique. Et puis après le service militaire, mes parents disent écoute, ça serait bien quand même que tu reviennes dans l'entreprise familiale. Tout se tient dans la maison d'habitation avec 2 petits hangars récupérés de l'armée américaine que tu as dû quitter précipitamment en Luxeuil, où c'est ce qu'est de la tôle. Saône-et-Loire, hein, non, Franche-Comté. En Franche-Comté, vers la frontière suisse. Et donc je reviens dans l'entreprise. Et sincèrement, si mon frère n'avait pas été handicapé, en fait, je pense que je ne serais jamais devenu un chef d'entreprise. Donc je reste là, j'ai du mal à démarrer parce que je suis un garçon timide, mes apprentissages sont difficiles, je suis un peu introverti, mais je suis poussé par cet élan de continuer l'activité familiale. Pour votre frère? Pour mon frère. Parce que vous ne voulez pas qu'il se retrouve seul, en fait. Voilà, et ma tante aussi, parce que ça a été créé pour ça. Et un jour, j'ai eu une belle phrase d'un collaborateur qui m'a dit « Ah, vous savez, les Streit transformer les pépins en pépites ». Et c'était formidable parce qu'on a réussi à... Et alors après, si vous voulez, l'entreprise a végété pendant un certain nombre d'années. Et puis, on est quand même né pas loin de Peugeot, dans le berceau à Peugeot, oui. Puisque Peugeot, son Montbéliard, Sochaux, on s'est mis à faire des produits pour protéger les câblages d'automobiles. Puis, on était encore... nos investissements, pour vous donner une idée, on faisait la poubelle des riches. C'est-à-dire qu'on allait acheter du matériel que les autres ne voulaient plus pour pouvoir produire, parce qu'on n'avait pas un sou. Dans un atelier, cette fois-ci. Dans un atelier, un petit atelier qui était mais vous avez quitté la cuisine, là. Oui, on avait encore la cuisine, plus un petit atelier en face. Et donc, est arrivée la globalisation des affaires. Nos clients, après cette révolution qu'il y a eu de libre-échange à travers le monde, cette mondialisation, nos clients nous ont demandé d'aller en Espagne, puis d'aller au Portugal, et on était encore des semi-artisans, semi-industriels. Tout d'un coup, tout s'accélère. Tout s'accélère. Et donc, comme on n'avait pas eu de succès auparavant, on n'a pas été obligé de démonter la cathédrale pour aller mettre des petites chapelles aux quatre coins du monde. Vous étiez très agile, en fait. Hein. On était très agile, parce qu'on n'avait pas le poids de tout ça. Donc, 4000 salariés pour finir dans cette trajectoire incroyable d'une entreprise qui explose, mais votre colonne vertébrale, on vient de le voir, c'est votre frère, l'accompagnement, et je dirais un moment tragique de votre vie, mais qui est en même temps un rebond, un renouveau. Votre frère vous dit presque sur son lit de mort. Oui. N'oublie pas, fais quelque chose pour les personnes handicapées. Ouais, voilà. Qui me permettra de continuer à penser à moi. Oui. Alors il faut dire aussi que j'avais fait la promesse à mes parents
de m'occuper de mon frère jusqu'à la fin de ses jours, parce que c'était l'angoisse de mes parents. Ce que vous avez fait. Voilà, ce que j'ai fait. Mais dans un souci de précaution, quand nos parents nous ont partagé, j'ai acheté la maison de mon frère qui est au milieu du village en viager pour lui faire un pactole. Parce que vous savez, dans la vie, hein, si vous avez un peu d'argent, vous trouverez quelqu'un pour vous aider. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes dans la misère pour toujours. Donc j'ai fait cette cagnotte, et donc quelques semaines avant son décès, je l'ai approché, j'ai dit Philippe, tu veux faire quoi de tes sous? Il ne savait pas compter, donc il ne savait pas ce qu'il avait, mais il a dit effectivement, ce qui m'oblige, il m'a dit il faudrait que tu fasses quelque chose pour les gens comme moi. Et ça, c'est fantastique. Vous le faites. Et j'essaye de le faire, et tous les jours j'essaye de le faire, et ça c'est ce qui guide mes pas. La trajectoire de votre vie, qui est effectivement incroyable, c'est qu'aujourd'hui, vous avez combien? 75, 80 personnes dans cette structure Action Bernard Strait. Philippe Strait, qui est votre frère. Mon frère, parce que j'ai voulu que ça porte son nom. Et ça porte le nom de votre frère. Parce que mon frère a donné son patrimoine. Moi, j'ai apporté aussi, mais c'est quand même lui, à l'origine, qui me met sur cette piste-là. Combien de salariés, là, aujourd'hui? Aujourd'hui, on a créé 80 emplois en l'espace de 2 ans. Donc 75% sont avec handicap. On est dans une activité de prestation de services pour des grands comptes. On travaille beaucoup pour Le Bon Coin, par exemple, où on traite à peu près 100 000 mails pour eux. On travaille aussi pour des compagnies d'assurance, où on traite à peu près 7 000 rendez-vous de prix. Si vous avez un sinistre, par exemple, et ce sinistre... C'est du service, hein, c'est du service. C'est la relation client. Donc l'assureur vous dit qu'il s'occupe de tout, mais il va nous sous-traiter la mise en relation pour arriver le bon jour, à la bonne heure, à la bonne adresse pour constater... Et ça, ce sont vos salariés en situation de handicap qui le font. Maintenant, ça s'est structuré, mais vous les rencontrez, vous avez des échanges avec eux, comment ça se passe? Vous continuez à être opérationnel? Ah oui, tous les jours opérationnel, parce qu'on a démarré à zéro. Donc j'ai retrouvé mes réflexes de 45 ans en arrière, en démarrant une PME. Et donc, mais avec l'expérience de quelqu'un qui a dirigé une entreprise de 4000. Oui, mais il faut savoir que quand vous dirigez une entreprise de 4000, c'est plus facile que de diriger une entreprise de 4, 5, 6, 10 personnes. C'est pas la même chose. Souvent, on dit le patron, il a 4000 personnes, ça va être compliqué pour lui. Oui, c'est compliqué. Mais il est plus loin. Mais si vous voulez, vous avez un staff autour de vous. Donc là, j'ai des jeunes personnes qui m'ont rejoint, que je forme, et qui apprennent très rapidement, parce que je ne vais pas m'éterniser sur cette planète. Donc il faut assurer la continuité. Et on a 3 piliers dans cette affaire, importants pour nous dans nos valeurs. C'est bien sûr la patience, c'est aussi la bienveillance et l'exigence. Et pour moi, la forme la plus aboutie de la bienveillance, c'est l'exigence. Il faut faire grandir les gens. Et pour les faire grandir, il faut les faire sortir de leur zone de confort, aller un peu dans leur zone de tension, et ils s'aperçoivent tous les jours que leur zone de confort s'agrandit. C'est des gens qui sont restés sans travail pendant 4, 5, 6 ans, des jeunes gens qui sont handicapés, qui n'ont jamais travaillé. Et donc, on a cette patience qui nous est possible pour nous, parce qu'en fait, on a des aides de l'État qui nous aident à faire ça. Et ils retrouvent dignité et confiance. Oui, et c'est pour ça que notre slogan, qui peut peut-être surprendre, c'est de faire de chaque personne en situation de handicap un contribuable. Si vous ne contribuez pas pas rien qu'au sens fiscal, si vous contribuez au sens pas de à la contribution réelle. Voilà. Et à ce moment-là, vous retrouvez votre dignité. Et dans le domaine du handicap, c'est important de se reconstruire par le travail. Alors, je sais que je suis un peu vieux jeu, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un salaire universel, on parle de beaucoup de choses comme ça. Mais en fait, le travail, c'est ce qui permet à quelqu'un de se reconstruire. Et autour de ça, dans l'association, on a mis un système qui permet d'aider à l'hébergement quand les personnes arrivent, de les transporter. On a des véhicules qui les transportent gratuitement pour venir travailler. Oui. On leur apprend le métier, et ils peuvent faire des séances chez le kiné et dans un bassin qui est sur place pour faire de la rééducation, continuer leur rééducation. Et c'est dans ce sens-là que notre démarche est originale, mais j'y prends une passion énorme, parce que je retrouve mes réflexes. Il faut que je fasse des kilomètres pour aller voir les clients, discuter les prix, aider au recrutement, mais je suis bien entouré d'une équipe formidable, et on va passer les 230 personnes d'ici à 18 mois. 230 personnes. Oui. Vous allez passer de 80 à 230. Oui. Donc 130 personnes ou 140 personnes vont arriver. Oui. Il va falloir les mettre. Alors on a des gros investissements. C'est pour ça que l'association porte l'ensemble de l'équipement pour un investissement de 7,2 millions d'euros. Et aujourd'hui, à peu près la moitié a été financée, on est à la moitié du programme, par des dons. Le capital de mon frère, des dons que j'ai faits, mais des dons aussi de mécènes régionaux. Et on cherche
à pouvoir finir rapidement ce modèle pour pouvoir le dupliquer ailleurs. Parce qu'il y a possibilité d'entraîner beaucoup de monde à travailler. Bernard Streit, 2 questions. Vous les avez sélectionnées. Le Collège de Paris, c'est tout de suite et on découvre la question. Le Collège de Paris, la communauté d'écoles qui rend l'excellence accessible à tous. Et Bernard, vous avez choisi l'alternance qui est considérée comme un complément essentiel pour la formation des talents. Là, on évoquait la situation de personnes handicapées. Je ne crois pas qu'il y ait de dispositif d'alternance. Vous les embauchez, oui. Elles se forment dans l'entreprise. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faudrait réfléchir à une forme d'alternance qu'on puisse permettre à des personnes handicapées à la fois de poursuivre une scolarité et de commencer à s'acclimater au travail? Je pense que l'alternance, c'est une nécessité absolue. Parce que, si vous voulez, et la réponse que j'apporterai à ces jeunes, c'est qu'ils sont le trait d'union entre une école et l'entreprise. Ils sont le trait d'union entre un savoir-faire théorique et un savoir-faire pratique. Et ça, c'est vital. Et puisque cette jeunesse qui est là, j'ai demandé tout de suite, elle a entre 18 et 25 ans, est-ce qu'elles imaginent faire de l'éducation sexuelle sans faire de pratique? C'est pas possible. Donc, soyons réalistes et soyons pragmatiques. Sans pratique, il n'y a rien. C'est une évidence. La question d'Anne Jarot, c'est tout de suite. La question d'Anne Jarot, on découvre la question que vous avez... Il y avait aussi une question qui m'avait été posée, pardonnez-moi, c'était l'ascenseur social. Alors exactement. Je voudrais dire à ces jeunes gens que moi, si l'ascenseur social est en panne, il ne faut surtout pas le réparer. Parce que ça, c'est très catastrophique. Parce qu'il faut ouvrir l'escalier et quand vous allez dans une entreprise, vous verrez qu'il y a un escalier pour monter les étages. Par l'escalier, vous apprenez ce qui se passe à chaque étage. Alors que quand vous avez l'ascenseur, vous pressez sur le bouton, vous avez la tête bien faite, vous avez fait des grandes études, vous arrivez à l'étage supérieur, tout au-dessus, et vous ne savez pas ce qui se passe dans les autres étages. Et on n'a rien vu des autres étages. Dernière question. Alors celle-ci, elle est importante parce que je sais que vous êtes un homme engagé. Par les engagements que vous avez pris à l'égard de votre frère, et par le combat que vous menez, parce que c'était un vrai combat, de permettre à des personnes handicapées de trouver leur place dans la société, donc devenir des contribuables. C'est la question de l'hémicycle. Ce sera l'occasion, face à la caméra, de pouvoir interpeller les pouvoirs publics, le ministre de l'économie, que sais-je. Peut-être votre coup de gueule, juste après le jingle. Bernard Streit, 1 minute face caméra, peut-être pour interpeller les pouvoirs publics, pour leur faire partager une proposition ou un coup de gueule. Vous avez la parole. Moi, ce sera plutôt une proposition, parce que je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui sont porteurs d'un handicap, quand elles viennent pour travailler, sont très soucieuses de perdre leur AAP. L'AAH, l'aide aux personnes handicapées. Oui. Et je pense que ce qui est bien aujourd'hui, c'est que cette AAH, ils permettent de la garder pour compenser toutes les problématiques qu'ils ont une fois qu'ils sont sortis de l'entreprise, mais qu'on ne vienne pas la supprimer ou la réduire parce qu'ils travaillent. Il faut récompenser ceux qui travaillent, il faut les encourager. Et ça, je trouve que c'est des petites économies de bout de chandelle. Et je dis à tous nos élus, arrêtez d'être des épiciers, prenez de la hauteur et regardez les choses avec positivité. Ça ne sera pas un grand drame pour la nation si elle continue à payer ses AAH et laisser ceux qui veulent travailler pouvoir avoir plus de revenus. Travailler plus pour gagner plus. Merci. L'AAH, qui est dans le débat polémique sur les pouvoirs d'achat, permettra à ces personnes en situation de handicap d'améliorer aussi leur situation, leur revenu et de vivre dans des conditions décentes, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci Bernard Streit d'être venu sur notre plateau. Vous êtes le président de Action Philippe Streit, votre frère, avec cette entreprise. On l'a entendu, vous allez passer de 80 collaborateurs à 230, plus de 7 millions d'investissements. Ça veut dire un engagement pérenne sur ces questions. Merci, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Dans On se dit tout. C'est terminé, c'était un plaisir. Merci Bernard. L'émission est terminée, à très très bientôt évidemment pour de nouvelles aventures. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour vos réactions et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.